Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est très 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 heureux d'être là avec Damien, parmi vous, toute l'équipe Village, pour cette dernière session de Start Meetup. Ouais, voilà. Un petit pincement au cœur. Ouais, c'est le dernier de l'année et bon, voilà. Mais peut-être l'année prochaine. Ah oui. Donc voilà, merci d'être venus toujours aussi nombreux, les grandes écoles, les universités, les start-upers bien évidemment, les partenaires, les acteurs de l'écosystème, les acteurs de l'accompagnement des entreprises, puisqu'en fait ce matin, on accompagnait il y avait la CPME qui était présente sur le village pour aussi découvrir ce qu'on fait et puis comment on avait avancé. C'était la deuxième fois qu'on les recevait. Donc merci aussi à vous parce que vous êtes aussi des vecteurs de diffusion et puis des partenaires avec lesquels demain on peut travailler, surtout qu'il y aura sûrement des enjeux l'année prochaine sur ces questions. Voilà, je vais laisser la parole à Damien pour nous présenter ce super dernier module. Ouais, les derniers modules. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois, cette année, on a mis vraiment le focus sur le parcours commercial, voilà, sur un framework qui s'appelle AARRR, qui est assez connu du monde des start-upers, qui part du premier contact que vous pouvez avoir avec un prospect jusqu'à un client qui vous recommande, quelle étape ultime en passant par une phase d'activation, par une phase de revenu, un client qu'on retient et qui devient un client qui nous recommande, avec des enseignements assez intéressants. On a vu 19 canaux d'acquisition sur la première. On a vu que l'activation, il fallait pouvoir trouver un nombre magique. Voilà, à partir du moment où un prospect devenait utilisateur de la solution. On a vu sur la rétention qu'un client qu'on retient coûte 70 fois moins cher qu'un nouveau client qu'on va chercher. Il y a un certain nombre d'enseignements qui étaient complètement dingues. Et là aujourd'hui, on arrive sur la partie recommandation, qui est la partie la plus subtile, la plus psychologique et la plus intéressante, mais qui a été très étudiée. Il y a beaucoup d'enseignements. On est très heureux de recevoir aujourd'hui Noémie Kempf, qui aujourd'hui travaille comme freelance et qui a beaucoup d'expérience dans le monde de l'accompagnement startup à Paris et qui a été jusqu'à peu de temps directrice marketing opérationnel, je le dis bien, c'est ça, chez Nouma, qui est l'une des 3 grosses structures que nous on a en référence en fait dans l'accompagnement startup depuis le départ, avec The School Lab qui est devenu partenaire du village de Besançon et The Family. Et du coup on a Lucas Gervais de la startup Daz, qui est une startup locale. C'est pas souvent en fait qu'on fait intervenir des startups byzantines, mais là ça nous a semblé pertinent. Vous allez voir parce que c'est Daz, Lucas l'expliquera, mais adresse un public qui est un public jeune et avec des codes de pensée, de recommandations qui sont pas forcément ceux que vous avez en tête et qui nous a semblé intéressant et pertinent de vous proposer pour confronter plusieurs visions et voilà, c'est des consommateurs qui seront peut-être ceux de vos solutions demain, donc il faut pouvoir avoir ces codes et ces grilles de lecture là, donc il n'y a plus qu'à. Ok, merci Damien. Donc avant d'accueillir nos intervenants, vous savez, le Village by CA, c'est une association, c'est le Crédit Agricole, mais ça a été cofondé avec le pôle des microtechniques. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir en fait Régis Roche, qui est le directeur du pôle des microtechniques. Vous pouvez l'applaudir, voilà. Et qui va nous faire le point sur un dispositif donc qu'il a mis en place, qui s'appelle le dispositif Propulseur, dans lequel nous-mêmes on est partenaire. À toi Régis. Merci beaucoup, merci au village pour l'invitation. J'ai collaboré à la mise en place de Propulseur, j'ai pas mis ça en place tout seul. Puisque le thème c'est les recommandations, ce que je peux vous recommander c'est de vous renseigner sur Propulseur, parce que c'est effectivement un dispositif que personnellement j'aurais beaucoup aimé avoir dans mon ancienne vie de directeur de start-up, que je n'ai pas eu et qui m'a beaucoup manqué rétrospectivement. Parce que j'aime bien le dire, j'ai fait énormément d'erreurs dans mon développement d'entreprise et je pense que Propulseur est un outil qui permet d'éviter ces erreurs par de l'accompagnement très spécifique. Alors je vais vous en parler un peu plus dans le détail, mais je voudrais aussi dire qui finance Propulseur, parce que c'est important. Donc il y a le village by CA Crédit Agricole, Caisse d'épargne aussi, désolé de faire de la pub des concurrents, mais ils accompagnent également la région Bourgogne-Franche-Comté qui accompagne très fortement le dispositif, la communauté d'agglomération du Grand Besançon, et je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Donc on a un financement qui est public et privé sur ce dispositif, et le but c'est d'utiliser à bon escient l'argent public pour aider le développement
de sociétés à post-création, plus particulièrement, encore plus particulièrement qui auraient déjà un produit sur le marché, c'est-à-dire qu'on ne joue pas le rôle d'incubateur, on n'est pas là pour développer des idées, s'il y a au moins un POC, voire un produit déjà développé, et le but c'est d'accélérer sa mise sur le marché, son développement commercial. Et globalement, c'est un accompagnement à la compétence des équipes ou du porteur ou porteuse de projet. Donc voilà le rôle fondamental. Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a ce qu'on appelle un pitch pro, qui est en fait un mini audit de la société pour l'entrée. On identifie quelles sont les problématiques de la société, les côtés positifs, les côtés négatifs. Et évidemment, on va essayer de solutionner les problématiques, les limites ou les côtés un peu négatifs, de les améliorer pour les faire passer même potentiellement en côté positif. Voilà, il y a une convention qui est signée avec l'équipe dirigeante ou avec le dirigeant, la dirigeante. Et on démarre l'accompagnement. Le gros avantage, c'est que vous avez une aide globale qui peut aller jusqu'à 70% des prestations d'accompagnement. Donc c'est je pense au niveau national, parmi les outils les plus performants de ce qui existe. Il y a quelques outils qui sont jusqu'à 100%, mais 70%, entre 60 et 70%, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je le redis, l'idée, c'est pas de payer de la prestation pour payer de la prestation, c'est solutionner des problématiques qui existent dans la création et dans le développement de l'entreprise pour de la montée en compétence du dirigeant. Donc, je reprends à peu près toujours le même exemple. Si vous vous dites, voilà, je veux aller aux États-Unis, j'ai besoin que vous me payiez dans le domaine du médical, mon consultant pour être FDA approved, ça marche pas. Par contre, si vous venez en disant voilà, j'aimerais aller aux États-Unis, je sais pas si le marché est adapté, je sais pas si mon produit va pouvoir se développer, se vendre sur place, je sais pas quels sont les freins, les limites pour y aller. Là, effectivement, on va pouvoir intervenir et solutionner la problématique. Voilà, donc, il faut bien qu'il y ait une problématique, un questionnement pour qu'on puisse prendre en charge les prestations externes ou internes, puisque je me charge aussi personnellement de certains accompagnements. Voilà, je crois avoir fait le tour. Je voulais remercier encore une fois le village, à la fois pour le financement de propulseurs. Donc, il y a quand même des gens qui sont très motivés, y compris donc des banques, parce qu'il y en a au moins 2 dans Propulseur, pour développer des startups sur le territoire. Je le redis, la région Bourgogne-Franche-Comté est très fortement impliquée de façon pécuniaire dans Propulseur aussi, donc motivé, et le Grand Besançon également. Donc voilà, il y a un écosystème très favorable. N'hésitez pas à en profiter. Vous avez une adresse, vous tapez, si vous googlisez Propulseur, vous allez sans doute tomber sur l'adresse de contact. N'hésitez pas, voilà. Et puis je vais m'arrêter et je vais laisser la place. J'ai oublié le nom de la personne qui intervient, mais en tout cas, les recommandations. Voilà. Noémie Kempf. Merci beaucoup à toutes et tous et bonne journée. Ok, merci à toi Régis. On va te laisser aller faire les pitch pros, voilà, les startups qui vont rentrer dans le dispositif propulseur. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous-mêmes, donc c'est cofondé entre le Crédit Agricole et le pôle des microtechniques, mais on a aussi tous les financeurs qui nous accompagnent aussi pour faire vivre le village, et on les remerciera comme on le fait d'habitude en fin de séance. Voilà. Donc sans plus tarder, je crois qu'on va laisser la place à nos intervenants. Voilà. Donc Noémie Kempf et Lucas Gervais, sous vos applaudissements. Merci. Vous allez avoir droit à une petite transition technique. Le temps de changer les slides. Pas du tout. Je te laisse te présenter en attendant. Ok. Bon, désolé, nous, on n'a pas une introduction cool à la Start Meetup. J'ai juste des slides statiques. Mais du coup, pour vous en dire un petit peu sur mon profil, je vais vous épargner la présentation à rallonge. Mais très rapidement, qui est-ce que je suis et pourquoi je suis là aujourd'hui? On va juste aller en dessous. Donc, Noémie Kempf. J'ai une petite expérience précédente, enfin une expérience de 5 ans en tant que salariée entre grands groupes et start-up, donc L'Oréal et Canal+, Cosmétiques Média. C'est mes premières expériences du travail dans le domaine du marketing. Puis I Feel Good, une start-up basée à San Francisco dans la fidélisation client sur le digital. Et Numa, dont on vous a parlé brièvement, un des premiers accélérateurs français basé à Paris, dont j'ai géré le marketing pendant
environ 2 ans. Récemment, je me suis lancée en tant qu'indépendante et j'accompagne les startups sur leurs problématiques de croissance. Donc, à la fois d'un côté brand content, donc sur le contenu à la fois rédactionnel, stratégie éditoriale, et ce que j'appelle le growth marketing. On en reparlera un petit peu plus tard. Pour moi, le growth hacking en soi n'existe plus vraiment aujourd'hui. Des startups qui sont majoritairement dans le domaine de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle et de l'EdTech, dont Clever, représenté par Nicolas, qui est juste là, qui vous expliquera aussi d'ailleurs très bien comment lui a mis en place son programme de référel qui est excellent. Donc je suis Lucas Gervais, cofondateur de la startup Daz. Donc on développe 2 applications mobiles qui sont Daz et Hoop. Donc la première, Daz, on l'a lancée l'année dernière, et Hoop, on l'a lancé plus récemment, en début d'année. Et en fait, si vous voulez, Hoop, c'est le résultat de tout ce qu'on a pu apprendre avec Daz. J'interviens aujourd'hui avec Noémie pour illustrer son expertise au travers d'une expérience qu'on a vécue l'année dernière avec Daz. On a découvert de façon assez brutale ce qu'était le référal. Okay. Brutal, mais qui était pleine de leçons, j'imagine. Exactement. Donc, on va rentrer dans le sujet directement. Si j'ai bien compris, vous avez déjà passé toutes les étapes du funnel AARRR, et d'ailleurs, le mien fait passer le referral avant le revenue. Et il me semble qu'on vous a dit qu'il était possible de les intervertir, parce qu'au final, le fait de faire recommander votre produit à d'autres utilisateurs n'est pas conditionné au fait que vos utilisateurs soient des utilisateurs payants que vous avez déjà monétisés. Donc je vais pas vous repasser le funnel, vous l'avez vu, vous l'avez déjà digéré. En revanche, j'aimerais amener une nouvelle idée parce que pour moi le funnel AARRR, c'est une vision, une théorie très linéaire de ce qu'est la stratégie d'acquisition de consommateurs. Et du coup, pour moi, ce schéma-là, ce modèle qui induit l'idée d'écosystème est un peu plus pertinent. Une fois que vous avez défini votre stratégie AARRR, en fait, c'est simplement le début de votre aventure, c'est simplement le début de votre histoire d'acquisition. Parce qu'au final, toutes ces étapes, elles sont complémentaires, elles s'alimentent les unes les autres et elles doivent être extrêmement cohérentes. C'est une chose. La deuxième chose, c'est que vous devez en continu apprendre à les tester. C'est pas parce que vous avez mis sur le papier, on va faire de l'acquisition, on va aller sur Facebook, on va aller sur Google, on va faire du SEO, du SEA, qu'en fait vos cibles vont arriver de manière fluide et équilibrée sur chacun de ces canaux. L'idée, c'est que vous devez les tester. Vous devez aller voir si l'affiliation marche mieux que le social, si le business développement marche mieux que la rédaction d'articles sur des blogs, pour pondérer vos efforts, votre temps et votre budget sur toutes ces étapes-là, dont le referral. D'ailleurs, un exemple que je trouve assez pertinent, c'est celui de Clever, au hasard. Nicolas m'a dit récemment que ça lui a pris 2 ans, au final, de tests, d'itérations, de répétitions, d'échecs et de succès, pour trouver un mix qui était le plus optimisé en termes de dépenses et de budget pour tout ce funnel-là, cet écosystème. Alors, je voudrais simplement ajouter donc il y a quelques jours, en fait, Noémie m'a appelé pour commencer à préparer donc la présentation de ce matin. Et elle m'a présenté sa vision du funnel comme un écosystème. J'en ai parlé au bureau avec l'équipe, et en fait, on s'est rendu compte qu'on était 100% en accord avec cette vision d'écosystème. On s'est rendu compte que, sans vraiment le savoir, depuis le début, on utilisait ce framework AARRR comme l'écosystème. Par exemple, pour Daz, on avait créé une boucle d'activation référale. C'est l'occasion pour moi de vous raconter un peu notre petite mésaventure de référal, ou comment un référal réussi peut se transformer en référal qui s'arrête très brusquement. Donc c'était l'année dernière, il était une fois. Donc l'année dernière, on lance notre application Daz. On fait une mise à jour dans laquelle on intègre Exactement. Et donc Daz, rapidement, c'est un réseau social pour les adolescents qui permet de poser des questions à une personne en particulier ou à toute la communauté de l'appli et de proposer jusqu'à 4 réponses. Donc on lance notre nouvelle mise à jour avec une nouvelle fonctionnalité de partage. Et il s'avère que dans les 4 jours qui ont suivi la mise à jour, on a atteint 200 000 téléchargements.
Donc on a été pendant 4 jours l'application la plus téléchargée en France, que ce soit sur l'App Store ou le Play Store, et l'application la plus recherchée également sur les stores. Donc c'était génial, on était super contents, on était passé devant des applis comme Facebook, Snapchat, Yuka, Netflix. Donc c'était très nouveau pour nous et on était évidemment super contents, super excités. Sauf qu'au 5e jour, je me réveille dans la nuit parce que je vous cache pas que pendant 4 jours, on se réveille 10 fois par nuit pour vérifier si les serveurs tiennent le coup, si notre appli marche encore bien. Donc je me réveille, je regarde mon téléphone et là je vois un message de mon associé qui me dit « Mec, on n'est plus sur l'App Store ». Je vais voir sur l'App Store, en effet, plus d'application. Je regarde mes mails et on avait reçu un mail d'Apple qui nous disait « Pour des soucis de modération, nous avons temporairement retiré votre application de l'App Store ». Donc, pendant 2 semaines absent du store, donc Apple a simplement brisé notre boucle acquisition, activation, référale, ce qui a complètement annulé notre viralité. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est à vous de créer vos propres boucles au sein de cet écosystème pour répondre à vos propres problématiques. Et surtout de ne pas être dépendant d'un seul acteur. Exactement. Type Apple. Ça m'est arrivé aussi dans une de mes boîtes. Ils ont tendance à couper tout ce qui leur plaît pas. C'est assez dérangeant. Du coup, on peut rentrer sur le sujet du referral. Très rapidement, qu'est-ce que c'est le referral marketing? C'est une méthode qui consiste en fait à faire promouvoir vos produits par vos clients en les incitant à parler de vos services à leur réseau, famille, amis, collègues, en fonction de votre produit et de son secteur d'activité, qui est mesurable et quantifiable. Quand on parle de referral, on parle également, généralement de manière assez rapidement associée, de NPS, Net Promoter Score, qui est un indice mesuré pour essayer de comprendre en fait le niveau de fidélité de vos clients et la probabilité qu'ils recommandent votre produit / service à leur réseau. Comment est-ce qu'on le fait? Tout simplement en leur posant la question: quelle est la probabilité que vous recommandiez mon entreprise ou ma marque à un ami ou à un collègue? Et ça se mesure, ça se mesure entre 0 et 10. 0 étant la note la plus basse, 10 étant la meilleure. Et généralement, un bon NPS, c'est un NPS qui se situe au-dessus de 8. Donc ça reste assez compliqué à atteindre, notamment, vous savez que la critique est assez facile et que les clients sont difficilement satisfaits. Je vous ai mis une petite règle d'or, on reviendra dessus après, mais il est recommandé en fait de ne pas solliciter vos utilisateurs et vos clients avant d'avoir un NPS de 8. Parce que si vous le faites, en fait, vous risquez d'aller assez rapidement à votre perte. Les utilisateurs ne seront pas assez satisfaits et vont potentiellement vous mettre des bâtons dans les roues plutôt que promouvoir votre produit. Et je repasserai dessus après. Ah, pardon. Pas de souci. Juste un petit mot par rapport au NPS. Nous, dans le mobile, on se réfère énormément à la note que les utilisateurs donnent à notre produit. Vous savez, cette fameuse note sur 5 étoiles que vous pouvez voir sur l'App Store ou sur le Play Store. En plus de ça, ces notes, si elles sont nombreuses et bonnes, elles vont fortement augmenter votre référencement sur les stores et vous faire grimper dans les classements. Et une appli qui est bien classée aura encore plus de téléchargements. Mais également, on voit au quotidien que Apple et Google s'efforcent d'améliorer ces fonctionnalités de notation. Donc c'est un axe super important et si vous êtes dans le mobile, il faut vraiment être super vigilant quant à vos notes, donc tous les jours vérifier les nouveaux commentaires et les nouvelles notes. Ok. Et du coup, puisqu'on parle de chiffres, pourquoi est-ce que c'est important de faire du referral marketing et en tout cas, à minimum, d'avoir une petite stratégie, de ne pas délaisser cette partie que généralement les start-upers ont tendance à mettre de côté parce que l'essentiel des efforts est posé sur l'acquisition. Parce qu'en fait, tout simplement, la consommation actuelle et de plus en plus est dictée par le réseau. On va avoir tendance à s'appuyer sur les conseils et les modes de consommation des gens qui nous ressemblent pour consommer, parce que c'est rassurant et parce que ça nous évite l'effort intellectuel d'aller juger sur Internet ou dans un magasin de la qualité des produits. Et donc là, je vous ai mis quelques petites statistiques. Moi, celle qui me plaît le plus, c'est quand même que le bouche à oreille, c'est le facteur principal derrière entre 20 et 5, bon, c'est assez large comme delta, mais entre 20 et 50% de toutes les décisions d'achat. C'est énorme comme manne d'opportunités. Ça veut dire que si on parle de vous en bien, vous pouvez potentiellement atteindre près de la moitié d'une base de consommateurs supplémentaires de manière
presque organique. Je pense qu'on a déjà tous plus ou moins vécu un événement comme celui-là. On le remarque souvent dans le domaine de l'audiovisuel. Par exemple, quand vous allez au cinéma ou que vous êtes sur Netflix, vous avez terminé une série et vous cherchez une nouvelle série à regarder. Bah, vous arrivez, on va dire, devant le cinéma avec vos amis, on va voir quel film. Et bah, très souvent, ça va être une réflexion d'un de nos amis qui va nous dire, bah écoute, mon cousin est allé voir tel film, le nouveau film de Guillaume Canet, il paraît qu'il est génial. Et là, le groupe va dire, ok, on va voir ce film. Donc c'est vraiment un exemple assez concret de ce que peut être le référal et c'est assez parlant et on le vit souvent au quotidien dans plein de domaines différents. D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais pas prévu ça, mais en fait, la recommandation devient de plus en plus intégrée dans nos modes de consommation, pas que humain à humain, mais machine à humain. Parce que quand vous allez sur Netflix, vous aurez toujours un ensemble de petites recommandations, les films qui sont susceptibles de vous plaire. Quand vous allez sur un site de e-commerce, il y a forcément 3-4 produits qui vont vous être pushés. Des personnes comme vous ont aimé ceci ou cela sur Amazon, etc. Et en fait, finalement, la recommandation, le fait de pousser proactivement du contenu devient un standard dans les modes de marketing et de vente. Ok, et très vite, il y a beaucoup de texte sur cette slide, je ne vais pas toutes la lire, vous aurez de toute façon les slides après si vous le souhaitez. Mais en fait, ça me ramène pour moi à ce que dit Andrew Chen, qui est, je sais pas si vous connaissez cette personne, si vous ne la connaissez pas, allez lire ses articles. C'est un ancien blogueur qui a commencé à écrire sur le growth hacking, le marketing il y a environ 15 ans, depuis son fief, petite bourgade de San Francisco. Et il est devenu assez rapidement très connu puisqu'il a des théories vraiment pertinentes. Il est expert sur tout ce qui est stratégie d'acquisition. Il a été, il y a quelques années, débauché par Uber pour devenir Chief Acquisition Officer. Et l'an dernier, il a quitté Uber pour rejoindre le fonds d'investissement san-franciscain Andreessen Horowitz. Donc, il sait de quoi il parle. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. Et lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que ce qu'il voit actuellement, c'est la fin d'un cycle, ce qu'il appelle la fin d'un cycle. Quel cycle? En fait, un cycle d'acquisition marketing tel qu'on l'a connu sur les 5, 10, 15 dernières années. Jusqu'à présent, c'était pas si compliqué que ça de chercher de l'utilisateur. On pouvait aller poster du contenu sur Google, on pouvait faire des partenariats, aller à des salons, des conférences. Aujourd'hui, il y a deux choses, en fait. Il y a les grands acteurs, donc type Google, Facebook, qui vont dicter leurs conditions pour vous donner l'accès à leurs utilisateurs. Il faut de plus en plus payer. Il faut de plus en plus faire du contenu de qualité pour passer les premiers pare-feu des GAFAM. Et il y a aussi en fait une montée en compétences de beaucoup d'acteurs dans les domaines du product marketing, de la data science, du design, de la croissance. Et au final, ce qui jusqu'à présent était un avantage concurrentiel devient une norme. Et c'est pour ça en fait que je parle de growth marketing plutôt que de growth hacking. C'est qu'aujourd'hui, faire du growth hacking, c'est devenu une méthodologie assez commune. Il n'y a plus vraiment de hack pour assurer de la croissance. Maintenant, c'est des nécessités pour vous de créer ces boucles de referral, de créer ce funnel, parce que sinon, vous n'allez pas ne pas avoir un avantage concurrentiel, vous allez tout simplement ne pas être assez bon pour vous différencier. Et donc, les réponses qui sont données par les entreprises à toute cette évolution, ça va être, donc il a listé la monétisation, la personnalisation et la différenciation. Donc, on va y venir, mais le referral, du coup, dans cette stratégie, est extrêmement important parce que c'est une des manières les plus pertinentes que vous pouvez utiliser pour mettre en place cette stratégie de différenciation tout en personnalisant du contenu pour vos utilisateurs, en les incitant de manière monétisée ou non à partager votre contenu. Non, ok. Donc maintenant, on va parler de choses un peu plus intéressantes. Comment créer sa stratégie de referral? Alors, il n'y a pas de secret. La première chose, c'est de travailler son produit et son contenu pour les faire matcher le plus possible au profil de vos utilisateurs. En fait, on aura intuitivement beaucoup plus tendance à partager quelque chose qui nous ressemble, auquel on s'identifie, qu'un produit en fait qui a des jolies features, qui a toute une description technique, mais qui ne nous parle pas, qui n'est pas pertinente. Donc, comment faire ça en fait? En faisant participer vos premiers utilisateurs à la construction de votre produit, toujours, en instaurant ce qu'on appelle une culture du feedback. Donc, n'hésitez jamais à aller parler à vos clients, à vos consommateurs, demandez des retours. Ne restez pas dans une tour d'argent entre vous, avec vos employés. C'est ce qu'ont tendance à faire beaucoup de startups. On a beaucoup vu ça chez Numa parce que c'est normal, vous êtes entrepreneur, vous avez créé votre bébé,
vous aimez votre startup, vous aimez votre produit, mais il faut la challenger et il faut la confronter aux réalités du marché et de vos consommateurs. N'hésitez pas vraiment à faire confiance à votre communauté, parce que c'est elle la mieux placée pour connaître son propre besoin. Et il y a plein d'outils vraiment très pratiques. Je pense à Typeform, qui est vraiment un outil de sondage très moderne, très épuré, très propre, qui permet en fait d'avoir des retours directs de vos users. Et c'est un outil que vous pouvez intégrer, que ce soit dans le mobile ou dans le web. C'est très très facile et très rapide. Et du coup, pourquoi j'ai mis cette image un peu bizarre, tu ne peux en garder que 2, ton make-up, etc. Parce que pour moi, c'est un excellent exemple. Quand j'étais chez L'Oréal, je travaillais pour Aujeune, qui du coup, je sais plus qui a porté du Aujeune ici dans la gente féminine. Ah, très bien. Ok, parfait. Donc, vous savez de quoi je parle. Aujeune, c'est un peu le premier parfum des jeunes filles. C'est un parfum produit par L'Oréal qui se trouve en grande surface. Et du coup, la communauté Aujeune est assez jeune, comme son nom l'indique. C'est plutôt des adolescentes. Et donc, Aujeune, en fait, a très rapidement compris qu'il fallait s'adresser à ces consommatrices jeunes, en les engageant sur du contenu un peu fun, un peu décalé, et surtout en leur demandant leur avis sur des sujets qui les intéressent. En l'occurrence, McDonald's et les séries et leurs chats. Mais ce qui est intéressant quand même dans ce post, et c'est un parmi de nombreux, c'est qu'en fait, ils utilisent le concept du questionnaire. Aidez-nous à choisir, qu'est-ce que vous choisiriez? Et il y a quand même 4700 commentaires sur ce post et 700 partages, ce qui est énorme sur Facebook, surtout au vu de leur communauté qui est de 400 000 personnes. C'est 1%, ça, c'est énorme. Voilà, donc du coup, l'idée, c'est de vraiment coller au plus près de la personnalité des personnes qui vous suivent. Globalement, c'était le concept de Daz, qui est toujours le concept de Daz aujourd'hui d'ailleurs. Poser une question, soumettre plusieurs réponses auprès d'une communauté adolescente. Ils sont très friands de ce format. Donc on a surfé sur la vague. Après, si vous parlez à des RH, etc., ne faites pas ça. Hein, mais du coup, l'idée, c'est de vraiment comprendre comment engager votre cible. Voilà, la deuxième étape, alors j'ai mis stratégie 1, stratégie 2, etc. C'est simplement des étapes, en fait, c'est pas des stratégies différentes. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Offrir de la valeur, en fait, l'incitation gratuite, c'est partir du principe que vous avez quelque chose à offrir gratuitement à votre prospect. Je vous ai mis l'exemple de Shine, par exemple. Je sais pas si vous connaissez Shine, c'est une néobanque digitale qui s'adresse aux entrepreneurs, donc qui permet d'ouvrir un compte bancaire 100% en ligne pour les freelances ou les dirigeants de SaaS, EURL, etc. J'étais cliente de Shine. Pourquoi? Parce qu'on m'a envoyé il y a 1 an, on m'a envoyé en fait ce simulateur de revenus. C'était à l'époque où j'envisageais de commencer à faire du freelance à côté de mes activités salariées et je me suis dit mais combien je fais payer mes clients? J'étais complètement paralysée. Je me suis dit comment je me monétise, parce que quand on est en salarié CDI, on a un salaire annuel. On se dit bon ok, super, j'aime ce salaire, il me va très bien, mais quand on est freelance, on n'est pas du tout conscient de l'effort de prospection de clients, d'administration, de réalisation des missions. Et du coup, une personne que je connaissais qui était freelance m'a envoyé ce lien que j'ai utilisé directement et qui part du principe que vous donnez votre chiffre d'affaires souhaité, équivalent CDI, et ça vous dit quel devrait être votre taux journalier moyen en tant que freelance. Et j'ai tellement été bluffée par ce truc que je suis allée après sur le site de Shine, j'ai parcouru toute la documentation, c'était pertinent. Je me suis inscrite directement. Donc ça, c'était un référent réussi. Et après, j'ai mis un petit article de psychologie parce que vous avez aussi le côté contenu viral. Vous ne vendez pas un produit, mais vous vendez une image et vous cherchez à avoir de l'utilisation. Donc, vous pouvez aller sur des sujets, entre guillemets, viraux, que les gens sont vraiment susceptibles de partager tout en facilitant le partage. Là, vous voyez, l'article psychologie, il est intéressant parce que bon, c'est une question simple. Je sais pas si vous avez très envie de savoir quel animal vous ressemble le plus. Moi, j'avoue que ça me parle beaucoup. C'est quelque chose de... mais du coup, l'idée, c'est que l'article facilite le partage. Vous pouvez l'envoyer par mail, vous pouvez le retweeter, vous pouvez le LinkedIner, le Twitterer, le Facebooker. Et c'est simple. Alors, cette étape 2, finalement, qui est offrir de la valeur, c'est sur cette étape où on a investi quasiment toutes nos ressources l'année dernière pour atteindre ces 200 000 téléchargements. Mais la valeur, c'est quelque chose qui est assez subjectif, finalement. Donc, pour trouver la bonne valeur à offrir à votre communauté, il faut d'abord identifier leurs besoins. Et une fois que vous avez identifié leurs besoins, servez-vous-en comme levier de référal. C'est l'occasion pour moi de vous présenter un peu la technique qu'on a utilisée
pour atteindre ce nombre de téléchargements. Donc, je suis un utilisateur de Daz. Je partage mon profil sur Snapchat. Donc, rapidement, Snapchat, c'est le réseau social à la mode chez les ados, qui compte près de 200 millions d'utilisateurs actifs par jour dans le monde, et qui est valorisé à 20 milliards de dollars, mais ça, c'est pas important. Donc, je partage mon profil sur Snapchat. À ce moment-là, tous mes amis Snapchat vont voir mon profil Daz que je viens de partager. Et sans même quitter Snapchat, ils vont pouvoir me poser une question qui m'est dédiée, que je recevrai directement sur Daz. Donc, ils vont pouvoir m'offrir de la valeur. Parce que oui, une question anonyme qui m'est dédiée pour un adolescent, ça a beaucoup de valeur. Donc, premièrement, je suis satisfait de mon partage, puisqu'en échange, on m'a offert de la valeur. Deuxièmement, mes amis Snapchat qui m'ont posé la question, ils vont être curieux de connaître la réponse à cette question. Par exemple, donc je suis un adolescent, je pose une question, qui préfères-tu dans la classe? On a envie de savoir la réponse. Donc finalement, ces personnes vont télécharger Daz et devenir utilisateurs. Et troisièmement, ces personnes vont se prêter au jeu, vont partager leur profil dans leur réseau Snapchat, etc., etc. Donc c'est cette boucle qui nous a permis en 4 jours d'acquérir de nombreux utilisateurs. L'avantage de ce modèle de référal, c'est que il y a une interaction directe entre vos prospects, parce qu'au final ce sont vos prospects, et vos clients. Donc ça va permettre à vos clients d'obtenir de la valeur directement depuis vos prospects. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. La fameuse question, qui est la plus jolie fille de la classe? Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai un autre exemple un peu plus professionnel. C'est celui de Dropbox qui est généralement utilisé. Qu'est-ce qui s'est passé pour Dropbox? C'est qu'à leur lancement, en fait, ils ont investi en masse dans le sponsoring de publicité en ligne, donc le Search Engine Marketing et Advertising. Et puis un jour, ils se sont dit, on va regarder combien ça nous coûte tout ça. Ils ont regardé. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça leur coûtait $388 d'acquérir un nouvel utilisateur, mais que le prix de Dropbox, c'était $99. Catastrophe, branle-bas de combat, changement de stratégie. D'où l'importance de mesurer son coût d'acquisition client, n'est-ce pas? Ils ont décidé d'offrir de la valeur et donc d'offrir pour tout nouvel inscrit au produit qui partageait, qui invitait ses contacts sur Dropbox, 16 gigabytes d'espace en plus gratuitement. Ça les a fait passer en 15 mois, donc du coup de 100 000 à 4 millions d'utilisateurs. Et là, c'est hyper important parce qu'ils ont compris comment offrir de la valeur à la fois à leurs clients, mais aux nouveaux arrivants, et créer une boucle vertueuse sans dépenser théoriquement, à part le coût de l'espace de stockage en plus qu'ils offraient, de budget. Stratégie 3, étape 3, offrir des biens, donc l'incitation payante cette fois-ci, en tirant parti de vous, vos ressources, de ce que vous pouvez offrir, que ce soit des goodies ou une version freemium de votre produit, pour inciter les utilisateurs à partager, bien sûr, votre offre. Et l'exemple, du coup, que j'ai là-dessus, c'est Harry's, qui est une marque américaine qui faisait des produits de rasage, et qui, en fait, ont créé une simple landing page, qui ont fait une campagne de pré-lancement qui a duré 1 semaine. Donc, l'idée, c'était... Harry's arrive, donc un truc très simple, respecting the face and wallet, donc on vous dit on est bon pour votre utilisation et on n'est pas trop cher. Soyez le premier à savoir quand on se lance. Laissez-nous votre adresse mail. Et une fois que l'adresse mail était lancée, renseignée, il y avait une deuxième page qui s'apparaissait et c'était une page de referral. Et donc du coup l'idée là, c'était de dire invitez vos amis. Si vous le faites et qu'on a 5 adresses mail en plus, on vous offre de la crème à raser. S'il y en a 10, vous recevez une lame et un rasoir. 25 personnes référées, un set de rasage. Et 50 personnes, une année gratuite de lame. Ça leur a fait 100 000 mails en 1 semaine, ce qui à l'époque était quand même assez conséquent. Et le truc intéressant, c'est qu'ils en ont tiré des enseignements. Les règles qu'ils ont retenues pour atteindre une viralité telle, ça a été de choisir en fait des récompenses tangibles, pertinentes, et de créer un système qui était
atteignable. Ça, c'est super important. En fait, il faut pas partir dans un délire à se dire, vous nous ramenez 100 personnes et on vous donne une gommette. Parce que du coup, sinon personne ne va le faire, en fait. Donc, il faut vraiment créer un système hiérarchisé, mais atteignable, qui fait que l'ensemble des personnes que vous avez à qui vous parlez vont avoir tendance à partager le contenu. Rendre le partage le plus marrant, facile possible. Sinon, vous perdez à la moitié des gens en cours de route. Et commencer par votre réseau. Je crois que tu avais un exemple aussi. Non. Non. Ok. Et la dernière étape, ça va être bien sûr d'offrir une compensation financière. L'exemple classique est celui de Uber, qui vous offre 10 € de course si vous référez une personne et cette personne va recevoir 10 €. Dans ces cas-là, c'est assez simple. Vous avez quand même simplement à arbitrer. Est-ce que vous êtes prêt à offrir de l'argent à vos utilisateurs, même si c'est pour utiliser sur votre service? Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Est-ce que votre budget justifie de le faire? Ou est-ce que Apple vous autorise à le faire aussi? On en parlait tout à l'heure. Apple, dans sa charte, interdit la récompense avec incitation. On n'a pas le droit de demander, on n'a pas le droit d'offrir une récompense à un utilisateur qui télécharge l'application. Donc, on peut offrir une récompense à celui qui est le parrain, finalement, celui qui invite un ami, mais l'ami qui arrive, on peut pas lui dire bravo, tu as téléchargé l'appli, voici une récompense. Donc il y a deux solutions, soit vous récompensez, enfin même trois solutions, soit vous récompensez pas la personne qui arrive sur l'appli, c'est un peu dommage, soit vous la récompensez et vous avez de la chance, vous tombez sur un membre de l'équipe Apple qui vérifie votre appli de façon très rapide et laisse passer la fonctionnalité, c'est très rare. Ou troisième solution, vous déguisez la récompense pour passer entre les gouttes. Ça marche, ça peut marcher. En tout cas, ça va marcher pour nous. J'espère qu'il y a personne d'Apple dans la salle. Je suis pas grillé. Et du coup, j'ai un contre-exemple de ça, parce qu'il faut faire super attention quand vous offrez de l'argent. L'argent rend les gens fous. On connaît bien cet adage. Et du coup, en fait, vous risquez de vous exposer avec des débordements, possiblement. Et en fait, un contre-exemple que j'ai sur cette stratégie, c'est Boursorama. Je sais pas si vous avez des comptes Est-ce que vous avez qui a des comptes Boursorama ici? Vous avez eu 150 € en vous inscrivant ou pas? Ouais. Ok. Moi aussi. Du coup, Boursorama, ça fait 2 ans que j'ai mon compte, que j'ai ouvert parce qu'on m'a dit que c'était bien d'avoir une banque en ligne. En plus, on m'a parrainé, donc j'ai reçu 110 €. J'ai parrainé des gens, j'ai reçu 150 € à chaque fois. C'est quand même une somme assez immense pour acquérir un consommateur. Je sais pas quel est leur budget. Mais je n'ai jamais utilisé mon compte Boursorama. J'utilise toujours mon vieux compte que j'ai ouvert quand j'étais étudiante parce que j'ai un peu la flemme de changer tous mes abonnements et prélèvements. Désolée, du coup. Ça va pas vous plaire. Les banquiers doivent hurler. Mais du coup, ça n'empêche pas Boursorama de m'envoyer des mails chaque semaine ou toutes les 2 semaines en me disant référez des gens, on vous offre 150 €. En fait, je n'ai aucun attachement à cette banque, je n'ai aucun attachement à ce compte, à cette marque. Et si je réfère des gens, c'est simplement pour avoir les 150 €. Et rien ne m'empêche du jour au lendemain de fermer ce compte-là. Donc ça, c'est une stratégie qui est quand même à double tranchant. Il faut être sûr, si vous offrez de l'argent, que la personne est déjà acquise à votre cause, à votre marque, plutôt que de simplement la rémunérer pour un truc dont elle a rien à faire. Et une dernière stratégie, c'est pas vraiment du referral, mais ça reste quand même de la recommandation, c'est le marketing d'influence. Donc du coup, ça consiste à passer par des influenceurs sur les réseaux sociaux principalement, qui vont, dans le cadre de leur style de vie, intégrer vos produits. Et donc du coup, c'est une manière un peu plus soft de faire passer votre marque, vos produits, et de montrer dans un cas concret l'utilisation de ce que vous offrez, tout en offrant des remises, des discounts, etc. Je pense que tu as plus à dire que moi. Au bureau, en ce moment, on est en plein dedans. Jusqu'à maintenant, on utilisait de la publicité sur les réseaux sociaux pour faire connaître notre produit. Et là, ça fait plusieurs semaines que je travaille avec un influenceur. Donc, c'est un ado qui s'appelle Hector, qui est suivi par plus de 400 000 personnes sur Snapchat. Donc, on a comparé, en fait, ces statistiques avec nos stats sur de la publicité, et il s'avère qu'il est 10 fois plus efficace. Donc, les influenceurs, donc quand je dis 10 fois plus efficace, c'est son taux de conversion, donc le nombre de personnes qui va télécharger l'application après la publicité, est 10 fois meilleur. Donc, les influenceurs ont des communautés super engagées. Donc, ça peut être, l'influence marketing est un outil de com hyper puissant. Et l'avantage
de travailler avec un influenceur, c'est qu'on va pouvoir créer des pics de téléchargement. Je prends l'exemple d'une campagne avec Hector. Elle va se faire sur un jour, un dimanche, parce que c'est là que les ados passent beaucoup de temps sur Snapchat, passent leur journée sur Snapchat. Et donc en un jour, on va pouvoir faire plus de 4000 téléchargements avec cet influenceur. Donc ces 4000 téléchargements, ça va vous faire grimper dans les stores, peut-être atteindre éventuellement le top 10 de votre catégorie, en l'occurrence les réseaux sociaux pour notre cas, et engendrer encore plus de téléchargements. Donc cet aspect de pic est vraiment super important pour ce qui est de la viralité. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous pouvez moins gérer votre budget. C'est moins flexible. C'est-à-dire que si vous avez 5000 € de budget com à investir au mois de juin, vous faites une opération avec un influenceur, ça vous coûte 5000 €. Bon, bah, vous pouvez pas lisser votre budget sur tout le mois. Donc, c'est-à-dire que vos nombres de téléchargements, vous n'allez pas pouvoir les lisser sur les 30 jours et ça va vous donner des courbes de téléchargement un peu en dents de scie. Ça peut être un inconvénient. Surtout pour les investisseurs. Exactement. Vous avez rien entendu. Et du coup, il y a quand même quelques petits pièges à éviter, donc je les ai rapidement mentionnés. L'enjeu numéro 1, c'est quand même d'arbitrer l'argent que vous dépensez dans votre programme d'acquisition payante. Parce que c'est de l'argent, c'est de la monnaie sonnante et trébuchante. Il ne faut pas que ça dépasse le lifetime value, donc le coût, le coût que va vous ramener, plutôt le revenu que va vous ramener votre utilisateur tout au long de sa vie d'utilisateur. Si c'est le cas, en fait, vous perdez de l'argent, tout simplement. Et la deuxième chose, j'adore cette campagne, c'est d'éviter les débordements, parce que les gens, en fait, vous leur donnez des trucs gratuits, bah ils vont les prendre et ils vont potentiellement essayer d'en abuser. Qui n'a pas essayé de récupérer des coupons gratuits Frishti ou Deliveroo? On est tous coupables. Et donc l'exemple que j'aime bien, c'est celui de Domino's qui en Russie a décidé de faire une campagne en disant si vous vous faites tatouer le logo Domino's sur le corps, n'importe où, on vous offre des pizzas pour le reste de votre vie. Au bout de 24 heures, ils ont dû arrêter la campagne tellement de gens avaient fait des tatouages. Et donc là, je vous ai fait un petit sample de mes préférés. Mais en fait, les gens sont prêts à tout pour des choses gratuites parfois. Certaines personnes sont dangereuses. Donc, on est prêt à tout pour des pizzas. Moi, je me serais fait tatouer pour des pizzas. Je pense que, mais c'est énorme quand même. Alors, il faut qu'on en parle. Ces gens se sont fait tatouer un logo parce qu'on leur a promis des pizzas gratuites. Je suis sûre que l'équipe marketing de Domino's ne s'attendait pas à ça. Donc la preuve, ils ont arrêté la campagne très vite parce que ça leur a coûté cher tout ça. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont fait ça. Et du coup, ils sont partis sur une annonce arrêtez tout, ne vous tatouez plus, le seuil des gagnants est terminé et tout. Il y a quand même des gens qui ont continué à le faire. Donc en plus du bad buzz. Donc pour récaper, les règles de base de la campagne de referral et de la stratégie de referral. Numéro 1, connaissez vos utilisateurs par cœur. C'est vraiment à eux que vous essayez de proposer de la valeur et c'est eux que vous voulez convaincre que votre produit est digne d'un partage. Le timing et la simplicité sont clés. Quand je dis timing, c'est que il y a toujours un bon moment et un bon canal d'acquisition sur lequel s'adresser à son utilisateur. Et il faut que vous étudiez vos personas. J'imagine que vous connaissez le concept de persona marketing et le parcours utilisateur. Qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Quand est-ce qu'il est sur quel réseau? À quel moment potentiellement il a besoin de votre proposition de valeur pour à ce moment-là lui pousser une demande parce que vous lui demandez de partager votre offre. Ne demandez pas l'impossible et ne demandez pas aux gens de se faire tatouer parce qu'en fait, si vous mettez de la friction et de la complexité dans le partage de votre produit ou de votre service, les gens auront la flemme. C'est aussi simple que ça. Et faites une chose à la fois. Il y a plein de stratégies, plein d'étapes, mais l'essentiel, c'est de savoir où vous allez, peu importe le temps que vous prenez. C'est de faire les choses bien et de mettre des process, de cadrer et que ça marche. Alors, je voudrais illustrer notamment le point numéro 2, la simplicité, avec une erreur qu'on a commise avec Daz. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le partage de profils sur Snapchat marchait super bien. Donc nous, on s'est dit, super, on va leur faire partager absolument tout sur Snapchat. Donc on a commencé à ajouter des fonctionnalités qui leur permettaient de partager plus de contenu. Résultat, on n'a pas eu plus de partage. Pas du tout. Par contre, on a reçu beaucoup plus de mails d'utilisateurs qui étaient complètement perdus et on avait simplement apporté de l'incompréhension et de l'inconfort à notre communauté. Il y avait trop de possibilités, ils comprenaient plus vraiment la finalité du partage. Donc résultat, un support complètement surchargé avec beaucoup de mails de plaintes et d'incompréhension. Donc vraiment,
faites des choses simples, essayez de penser vos fonctionnalités comme des lignes droites. Plus il y aura de possibilités, vous pouvez prendre à gauche, à droite. Non, juste allez tout droit et ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. L'idée est de supprimer le plus d'étapes possible. Ouais. Et un exemple plus récent, puisqu'il s'est produit hier, on a fait une mise à jour sur notre deuxième appli, donc Hoop, où on a complètement simplifié notre système de partage. En un clic, ils pouvaient partager du contenu. Et ben, j'ai vérifié ce matin en arrivant au village nos chiffres. On a augmenté nos inscriptions de 35% en un jour. On a gagné 30 places dans le store et on est maintenant classé dans le top 50 des réseaux sociaux. Simplement en supprimant des étapes de partage. Donc plus c'est simple, plus c'est efficace. Yes. Et donc, sur ce qui est du sujet de la viralité, parce que là, on a parlé des moteurs d'incitation de partage de contenu, mais comment faire en sorte que ça devienne conséquent et que vous ayez des économies, enfin des effets de volume. La viralité, qu'est-ce que c'est? Au final, en fait, c'est un peu une boucle vertueuse qui est définie par mon cher ami Andrew Chen, que j'admire, comme les étapes par lesquelles passe un utilisateur, toutes les étapes en fait entre l'arrivée sur votre site ou la confrontation avec le produit et l'invitation du nouveau batch d'utilisateurs. Quand vous voulez créer une boucle, un loop viral, du coup, c'est 4 étapes. La personne voit votre produit, elle clique dessus, elle a envie de partager. Ça, c'est super important. C'est là que votre produit, votre contenu, votre valeur ajoutée vient décider d'en fait s'il y a un partage ou non. Et dernière étape, il partage. Et ça fait revenir de nouvelles personnes qui voient, qui cliquent, qui veulent partager, qui repartagent. Donc du coup, c'est une boucle. En fait, c'est même pas une boucle, c'est un peu comment on appelle ça, un tourbillon, parce que ça va en grandissant, quoi. C'est pas une boucle simple. Pour créer une boucle, en fait, vous voulez vous poser quelques petites questions très simples. Première question, quel est votre média? Est-ce que vous allez faire une campagne de virale par email, sur Facebook, sur Insta? En fait, elle doit tout simplement correspondre, votre média doit correspondre à l'endroit où sont vos utilisateurs. Sachez sur quel endroit ils sont, à quel moment de la journée, et puis vous aurez votre canal. La facilité d'intégration de la campagne et le taux de réponse estimé, parce que si en fait vous estimez qu'il y aura moins de, je sais pas, 30% de réactions, ça ne sert à rien de créer une campagne et de perdre de l'énergie pour ça. À quoi ressemble votre funnel? Donc ça, on l'a déjà dit, doit être court et simple, et l'engagement du prospect doit être progressif. Ensuite, troisième étape, quelle est votre valeur clé? Donc en fait, qu'est-ce qui va faire que la personne a envie de partager? Un contenu qui lui ressemble ou qui ressemble à ses amis. Et ensuite, quels sont les rails de la croissance de votre campagne, de votre boucle? Comment est-ce que vous allez la pousser? Est-ce que vous allez jouer sur le SEO, donc le contenu sur Google? Est-ce que vous allez la sponsoriser et payer pour? Est-ce que vous allez créer une landing page? Tout ça, c'est des éléments qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'en fait, ils vont être décisifs dans l'accueil de votre campagne. Et il y a aussi ce qu'on appelle en fait tout simplement des produits qui sont viral by design. Je sais pas comment le dire en français, viraux par design. Voilà, c'était simple. Qui en fait nécessitent l'invitation du réseau et des amis pour être utilisé par le premier utilisateur. Typiquement un réseau social. Si vous êtes tout seul sur votre réseau social, ça sert pas à grand chose d'y être allé. Donc en fait, vous allez forcément inviter vos amis. C'est comme sur les applis que tu crées. C'est la même chose, c'est que vous avez pas envie d'être tout seul. C'est humain, on n'aime pas trop être seul. Donc vous invitez vos amis sur un réseau social. Et pareil pour les applications de paiement, par exemple comme Lydia. Vous voyez là, c'est assez smart ce qu'ils ont fait, c'est que ils lisent mes contacts. Donc ils savent que j'ai 156 amis qui utilisent la solution de paiement digital Lydia, mais ils savent aussi qu'il me reste 292 amis à inviter sur l'application. Et ils rendent la chose très facile en fait, c'est juste un petit bouton inviter, inviter, inviter. Donc si je veux me faire rembourser sur Lydia par ces personnes-là, je les invite, c'est simple, c'est un clic. Et dès qu'un ami télécharge Lydia, vous recevez une push notification, donc ça augmente encore plus leur rétention. Vraiment beaucoup de choses à apprendre sur l'appli Lydia, ils sont hyper performants sur beaucoup d'aspects de l'écosystème. Ouais, les notifications, c'est bien ça. Ouais. C'est des endorphines. Ouais. Ok. Et donc, on va arriver sur les bonnes pratiques du programme de referral. Oula. J'ai une petite anecdote. Alors, je vous donne ces petites clés de lecture. Un referral programme, il doit être personnalisé. C'est ce qu'on s'était dit par rapport à ce qu'Andrew Chen raconte. Si vous avez un truc générique et standard, la personne a très peu de chances de se retrouver dans le produit
et dans le message et de le partager. Adapté, donc pertinent à son quotidien. Straight to the point, n'en faites pas trop. Franchement, une phrase, ça suffit, juste une petite idée. Et préparez-vous à la croissance, parce qu'en fait, si vous faites toute votre campagne, mais que derrière, vous n'avez pas l'infrastructure et les outils pour accueillir tous ces nouveaux utilisateurs et intégrer en fait cette viralité, ben ça va être fait pour rien. Ça va même carrément être le feu partout. Faire péter vos serveurs. Ouais. Je reviens à ma petite histoire de tout à l'heure. Je vous ai pas tout dit. On n'était pas prêt. On s'était pas préparé. Donc le premier problème qu'on a eu, c'est la modération. On n'avait pas préparé une équipe de modérateurs pour gérer le contenu de notre appli. Donc quand on passe de 5000 à 200 000 utilisateurs, adolescents, vous imaginez bien qu'il y a des contenus qui partent un peu dans tous les sens. C'est ce qui nous a coûté le retrait de notre appli sur l'App Store. C'était également le feu d'un point de vue technique. Quand on passe à une petite communauté, une énorme communauté, vos serveurs prennent feu, littéralement. En se réveillant la nuit, en regardant ses mails, on voit un mail d'OVH qui nous dit on a dû isoler votre site internet parce qu'il était sur un serveur mutualisé avec d'autres clients et d'autres entreprises, parce qu'il y a trop de trafic et vous ralentissez tout le service. Donc on commence à se poser des questions. Et ensuite, on voit notre application qui commence à ramer. Il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de requêtes faites à nos serveurs. Donc une application qui rame, ça provoque des gros débordements au support, puisque vous recevez des dizaines de mails qui sont tous les mêmes. Mon application est très lente, ça met du temps à charger, faites quelque chose. Donc vraiment, préparez-vous, anticipez éventuellement un gros hacking. Donc je peux encore utiliser le terme gros hacking, c'était l'année dernière, ça passe. Cette année, ça passe plus. Donc préparez-vous, mettez en place des outils d'automatisation, notamment je pense à Zendesk pour le support, qui est super efficace. La modération, essayez d'automatiser aussi, mettez en place des robots qui vont identifier des photos, qui vont identifier des mots que vous voulez pas voir sur votre application ou sur votre produit. C'est ça. Et du coup, ça revient au petit conseil, à la bonne pratique du début, qui est de ne pas de faire des petits tests qualitatifs d'abord et de définir votre NPS et d'attendre qu'il soit supérieur à 8 avant d'y aller. Parce que en fait, si vous allez faire du marketing viral avec du contenu moyen, vous risquez très fortement qu'il y ait un revers de fortune et qu'en fait, vous vous repreniez ça dans la tronche directement. Parce que les gens sont quand même aussi... Ils aiment bien partager les choses qu'ils aiment, mais ils aiment encore plus se moquer des choses qu'ils n'aiment pas. C'est la nature humaine. Et donc, du coup, le bad buzz n'est jamais très loin quand vous lancez une campagne, même si vous êtes plein de bonne volonté. Et j'ai un petit exemple, du coup, pas de bad buzz, mais de referral programme qui n'était pas adapté, ou même de produits tout simplement qui n'étaient pas adaptés. Et quand je travaillais chez Numa, du coup, on avait un partenariat avec Air France. Et donc, on avait une interlocutrice qui nous appelait de temps en temps, qui nous parlait d'Air France, l'actualité. Très belle compagnie, Air France, n'est-ce pas? Mais un jour, elle nous appelle, elle nous dit il faut que vous fassiez de la recommandation sur notre nouveau service. C'est trop bien. C'est une nouvelle ligne, une nouvelle compagnie qu'on a créée. Ça s'appelle June. C'est une compagnie aérienne pour les millennials. C'est vraiment incroyable. Vous allez kiffer. Les hôtesses, elles ont des baskets. Ok. Donc on se dit des baskets blanches. Des baskets blanches. Oui, parce que du coup, les start-upers ont des baskets blanches, paraît-il. Pas trop. Mais Air France s'est dit, on va créer une airline qui ressemble aux millennials, tel qu'on s'en fait l'idée. Et après, ils se sont dit, on va demander à tout le monde de partager June sur les réseaux. Mais en fait, qui veut partager un truc qui dit quelque chose qui est faux? J'ai trouvé ça assez hallucinant. Elle s'est dit qu'en nous disant que les hôtesses avaient des baskets, on allait avoir envie de partager son contenu. J'ai trouvé ça très dommage. On l'a quand même partagé parce qu'on avait un partenariat payé avec Air France. Mais si on n'avait pas été payé, on l'aurait pas fait. Ensuite, au-delà du contenu qui doit vraiment être pertinent, il y a des outils. Je suis pas très familière, très honnêtement, avec Get Ambassador et Invitebox, mais c'est des outils qui sont déjà intégrés, qui vous permettent de créer en quelques clics vos programmes de recommandation. Je sais pas si tu les connais, Lucas, toi? Je les utilise pas, non. Ok. Donc c'est quand même les outils les plus pertinents et les plus intéressants à utiliser. Ceci dit, je vous les ai mis là parce que c'est quand même important de savoir que ça existe. En revanche, vous pouvez très bien vous en sortir avec vos CRM et de l'automatisation.
Moi, par exemple, j'utilise beaucoup les CRM classiques type Zoho, HubSpot avec les startups que j'accompagne. Et on utilise Zapier, que j'adore, que je vous recommande les yeux fermés, qui est un outil qui permet d'intégrer plein d'applications les unes avec les autres. Donc, vous pouvez par exemple dire, si je reçois un mail, ça m'envoie un texto et ça remplit une ligne sur mon Excel en ligne. Du coup, ça permet d'automatiser pas mal de choses et de créer des programmes de briques et de brac, mais qui vont bien marcher. Et t'as mis Messenger aussi, SDK. Je te laisse en parler. Il y a aussi les réseaux sociaux qui se mettent à développer donc ce qu'on appelle des SDK. Donc c'est des kits en fait qui mettent à disposition des développeurs et qui permettent d'accéder à de très nombreuses ressources du réseau social. Nous, par exemple, on utilise le Creative Kit, qui est un kit de Snapchat, et en fait, ça crée un pont entre votre appli et le réseau en question. Et en ce moment, il y a des mises à jour tous les 3 mois. Facebook, Snapchat, je suis sûr que LinkedIn aussi a ses propres kits. Et ils sont en train de mettre en place de très nombreux outils qui vous permettent en quelques clics, enfin, qui permettent à vos users en quelques clics de pouvoir partager du contenu directement sur un autre réseau. Donc ça, c'est une grande force. Ça me fait également penser à Jérémy Brunet, qui était intervenu à un Start Meetup précédent, qui a cofondé iPeter. Et il a utilisé, lui, Messenger. Donc Messenger, c'est la messagerie de Facebook. En une semaine, si je me souviens bien, il a fait 100 000 inscriptions. Donc c'est énorme. Simplement en utilisant Messenger comme outil de référal, et il avait même pas de produit. Il a juste balancé une proposition de valeur sur Messenger, il a eu 100 000 inscriptions, il n'avait pas de produit. Donc après, on commence à penser à son produit, à le mettre en place, etc. Donc les réseaux sociaux sont hyper puissants. Même dans le B2B, il y a vraiment de plus en plus de sociétés qui sont présentes sur les réseaux. Donc il y a LinkedIn évidemment, mais aussi sur Instagram. Yes. Du coup, très rapidement, on parlait de timing, de pertinence et de simplicité. Je voudrais juste vous parler de Conto, parce que j'ai fait des infidélités à Shine et je suis passée chez Conto, qui est le concurrent direct, le mois dernier, en lançant ma société. Et en fait, je pense que leur programme est vraiment bon parce on parlait d'écosystème, il a été très bien orchestré. Il pourrait être meilleur, mais je vais vous montrer en fait ce que j'ai reçu. Donc il y a environ 1 mois, je me suis inscrite sur Conto. La première chose qu'ils font, c'est d'enlever tous mes doutes. Ils me disent « Bienvenue sur Conto, merci de vous être inscrit. Voilà exactement tout ce qui va se passer étape par étape. Et voilà exactement combien de temps ça va durer. » Ça, moi, j'adore parce que justement, je suis pressée, je viens de créer ma boîte, j'ai envie que ça soit fait vite, j'ai envie d'avoir accès à mes fonds. Donc on me dit « Dans 24 heures, vous aurez ceci. Et puis 24 heures après, on va vous envoyer vos statuts. Et puis 48 heures après, ça va se passer comme ça. » Ça a été nickel, ils ont respecté tous les timings. J'ai trouvé ça très clair. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas du referral, mais c'est de la réassurance client. 15 jours après, mon compte est ouvert, donc c'est allé vite. J'arrive, le premier truc que je vois... Ceci n'est pas un screenshot de mon compte bancaire. Hein. J'aimerais bien avoir 47 000 € sur mon compte, mais non. Mais du coup, la première chose que je vois, c'est quand je vais en bas à gauche, il y a un petit cadeau, recommandé Conto. Je clique dessus parce que j'aime bien les emojis cadeaux. Et on me dit, donnez 10, gagnez 10. C'est simple, c'est pas beaucoup d'argent, mais ça reste une petite incitation. Pour l'instant, je suis plutôt contente avec le service, donc je sais que le lien est là. 5 jours après, je suis sur Messenger. En fait, j'aurais dû faire un screenshot, je l'ai pas fait, j'y ai pas pensé, c'est dommage. Mais j'étais sur Facebook, puis là, je vois un post sponsorisé, Conto, give 10, get 10. Vous êtes content de nos services, nous on vous aime bien, bah partagez-nous si ça vous dit. Je l'ai pas fait, j'avoue, mais j'ai trouvé ça extrêmement bien placé. C'était en plein milieu de la journée, j'étais entre 2 mails et tout, et c'est arrivé de manière assez fluide dans mon flux de notifications. Et puis 15 jours plus tard, donc là il y a quelques jours, je reçois un mail qui me dit « Bon bah Noémie, voilà, ça fait 1 mois que vous utilisez Conto, qu'est-ce que vous pensez de nous ? Dites-nous les choses telles qu'elles sont. » Et un lien vers « Donnez mon avis », donc un petit typeform, et ça c'est le NPS de Conto. Vous noterez qu'ils ont très subtilement mis un petit 9 pour m'inciter à leur mettre un 9. Psychologie marketing de bas étage, mais du coup, enfin c'est extrêmement simple, c'est cadencé, tout a été automatisé. Donc ils m'ont offert un accès, ils m'ont retargeté sur Facebook, ils me demandent mon avis parce que j'ai pas encore partagé. Je suis sûre que dans 5 jours, je vais encore recevoir un truc. Ça c'est une campagne qui utilise plusieurs réseaux, plusieurs moyens d'incitation, du payant, de la demande de feedback.
et que je trouve très intéressante. Voilà. Et donc du coup, la data dans tout ça, parce qu'on a parlé de contenu, de viralité, un truc qu'il faut jamais oublier. Tout ça, vous le faites, c'est très bien, mais il faut savoir combien ça vous rapporte. Il faut pas oublier, parce que c'est un truc que les startups font, que j'ai vu, qui peut paraître un peu hallucinant de prime abord, mais on est tellement dans le feu de l'action, on veut créer sa campagne, la lancer vite, il y a plein de mails, on a des utilisateurs, on oublie de mesurer. C'est ce qu'on a fait. On a oublié de mesurer. Il vous en parlera mieux que moi. Et du coup, quelles sont les catégories de mesures à ne pas oublier? Le quantitatif, votre trafic, votre conversion, combien de personnes arrivent, combien de personnes utilisent. Ça vous permet en fait tout simplement de réduire vos coûts d'acquisition et d'augmenter les taux en itérant. Le quali, donc les tests d'utilisabilité. En fait, que font vos utilisateurs quand ils arrivent sur votre site? Et comment est-ce que vous pouvez enlever la friction et les obstacles pour les faire utiliser encore plus ou mieux votre produit? Ah oui, j'ai oublié les outils. Donc pour le premier, Google Analytics, c'est assez simple et tu parleras de mobile. Firebase pour le mobile, on en avait parlé dans un précédent Start Meetup. C'est, on va dire, le jumeau de Google Analytics, mais spécialisé pour le mobile. Et pas besoin d'en faire trop sur le quanti, mais sachez utiliser les indicateurs qui disent vraiment les choses sur le comportement de vos utilisateurs. Sur le quali, du coup, Hotjar, c'est un outil qui vous permet gratuitement de regarder, de faire des cartes de chaleur, de regarder où les gens vont sur votre page web, où est-ce qu'ils cliquent, où est-ce qu'ils s'arrêtent, jusqu'où est-ce qu'ils vont scroller. Donc, qu'est-ce qu'ils voient de votre site? Parce que parfois, vous avez l'impression qu'ils voient toute la page, mais c'est faux. Il y a les 3/4 des utilisateurs qui s'arrêtent au premier tiers de votre page web. Donc, en fait, il faut mettre les informations directement en haut de votre page web. Et ça s'apprend en testant et en itérant. Le comparatif, du coup, faire du A/B testing et voir comment réagissent les gens pour, en fait, prendre la meilleure solution et continuer à tester. Il y a pas mal d'outils qui font ça, des outils français très bien, A/B Testy, Optimizely, Caméléon, je sais pas comment prononcer ça. Et le compétitif, n'oubliez pas d'aller voir ce que font vos concurrents parce qu'en fait, ils font peut-être des trucs bien, voire mieux que vous. Et souvent, on est concentré sur ses stratégies, sur ses idées, sur son contenu, mais la concurrence fait déjà des trucs très bien que vous pouvez peut-être un peu détourner, enfin, je ne sais pas, possiblement, pour vous en inspirer et pour éviter d'avoir des coûts, de refaire tout depuis zéro, pour rien. Et l'outil qui est vraiment bien pour ça, qui est payant mais qui a une version gratuite pendant 1 semaine, c'est Alexa. C'est un outil d'Amazon qui vous permet de voir sur les mots-clés sur lesquels sont positionnés vos concurrents, leur positionnement en termes de trafic sur Google, sur Internet, et quels sont les sites qui renvoient vers eux. Donc en fait, quelles sont leurs stratégies de partenariat et leurs champs sémantiques. Très intéressant comme outil. On apprend beaucoup de choses. Alors je voulais raconter encore une autre histoire. Suite à notre référale réussi avec Daz l'année dernière, on a eu l'opportunité de rencontrer Jean de la Roche-Brochard, donc du fonds d'investissement Kima Venture, à la station F à Paris. Donc je vais à Paris avec mon associé, on est super contents, super excités, on était la première appli de France. On arrive à la station F, on voit des startups partout, des gens qui travaillent assis dans l'herbe, des gens qui travaillent sur des vélos, enfin vraiment l'univers startup comme on peut l'imaginer. On a notre rendez-vous avec Jean et la première question qu'il nous a posée, c'est est-ce que vous avez branché vos métriques? Donc, est-ce que vous avez mis en place des outils pour mesurer l'activité de vos utilisateurs? Malheureusement, la réponse était non. On n'avait pas pensé à mettre en place des outils de mesure et d'analyse, et c'est super frustrant d'avoir des dizaines de milliers de users actifs par jour, mais de pas savoir ce qu'ils font sur l'appli. Donc vraiment, avant même de commencer à développer une fonctionnalité, développez vos outils de mesure. C'est comme ça qu'on procède au bureau maintenant. Quand on a une idée, on se dit ok, ça a l'air cool, mais après on se pose la question que dois-je connaître, quelle info de quelle info j'ai besoin. Donc ensuite il faut faire attention à bien identifier la data qui sera la bonne data. Je donne un exemple, je vais dire j'ai besoin de savoir combien de téléchargements je fais par jour. Ok, j'ai fait 1000 téléchargements, super. Sauf que vous avez fait 1000 téléchargements, mais combien proviennent de votre campagne de com, combien proviennent de votre viralité? Si vous n'avez pas ces deux infos, vous serez incapable d'améliorer soit votre viralité ou d'optimiser votre campagne de com. Donc, pensez vraiment à mettre en place des outils de mesure. C'est ça. Les outils, les bons indicateurs, faut pas en faire trop, mais il faut trouver les indicateurs les plus pertinents pour votre modèle économique. Et surtout, tirer des conclusions de ce que vous disent les chiffres pour améliorer votre activité. Faut
pas juste rester assis sur sa donnée, en fait, ça sert à rien. Il faut en tirer des conclusions activables. Et n'hésitez pas à avoir vos yeux rivés sur votre dashboard et de regarder vos données même 10 fois par jour. C'est super enrichissant et vous comprenez de mieux en mieux comment vos users utilisent votre appli. Et après, vous faites de moins en moins d'erreurs dans le développement de vos fonctionnalités et vous améliorez tout votre écosystème AARRR. Yes. Bon, ce chiffre, enfin cet indicateur est pas très utile. Enfin, c'est simplement au-delà du NPS. Si vous voulez un peu savoir quel est votre facteur de viralité, il y a un indicateur qu'on appelle le K-factor, qui est en fait tout simplement le produit du nombre d'invitations envoyées par chacun de vos utilisateurs à ses amis, ses contacts, et le taux de conversion de chaque invitation. Donc en gros, globalement, combien de personnes partagent, combien de personnes convertissent, et ça vous donne votre taux de viralité. Donc c'est un indicateur assez intéressant à avoir si vous voulez avoir une vision un peu quantitative de votre succès sur les réseaux et sur vos campagnes. Et pour finir, attends, est-ce qu'il faut qu'on mette le son, non ? Je pense que c'est bon. C'est bon. Alors une petite vidéo, ça parle de leadership, mais je pense que ça, vous allez comprendre pourquoi je trouve ça intéressant. C'est une petite leçon sur comment faire du referral pertinent. Enfin du referral. Comment gagner des utilisateurs. Ah, attendez, hop, je vais mettre les sous-titres. Comment on met les sous-titres ? Est-ce que tu sais faire ? Ouais, je sais, mais je clique pas bien, je crois. Là, c'est bon ? Ok, parfait. Yes. Ah. Mince. Bon. Désolée pour les non-anglophones, on pourra commenter après. Hop. Je peux faire plein écran, ça va pas tout péter. C'est très flou et c'est très étrange. Il y a une personne qui danse à moitié nue. Mais vous allez voir, il y a un sens dans cette vidéo quand même. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. Trop fort ces Américains. Du coup, pourquoi je vous ai montré ça ? Bon, je pense que vous avez compris.
l'idée, ça m'amène à vraiment la dernière idée que je vais vous soumettre, et c'est l'idée la plus controversiale. Je l'ai piquée à Com Courteau, Head of Growth de The Family, mais il était d'accord. C'est de dire do things that don't scale. En fait, quand vous commencez, on a tendance à se dire il faut être viral, il faut vite aller vite, il faut acquérir le plus d'utilisateurs possible. C'est faux. Il faut d'abord travailler votre valeur et comprendre qui sont vos premiers followers, qui sont les premières personnes qui vont recommander votre produit, parce que c'est eux qui vont être clés dans votre croissance. En fait, il faut vraiment faire un effort. Il faut prendre votre téléphone, il faut prendre votre voiture, il faut aller les rencontrer, il faut leur parler. Il faut que vous soyez sûr à 100 000% de comprendre le vrai besoin de vos consommateurs, de vos utilisateurs, avant de partir dans une campagne de viralité et de devenir un peu une forteresse et un énorme truc, parce que sinon vous risquez de vous perdre. Il faut que vous ayez une identité, un ADN, une culture qui soit forte et qui soit le plus représentatif possible de vos premiers consommateurs. Ça peut faire un gros boom quand vous faites une grosse viralité et que vous êtes premier sur les stores ou beaucoup de téléchargements. Mais au final, après, une fois que la viralité s'arrête, vous avez plus grand chose. Donc il faut vraiment avoir des bases solides, un produit avec une vraie proposition de valeur et vraiment connaître vos users avant de se dire bon ok, on essaie de faire, alors je vais pas dire gros hacking, mais du gros marketing pour aller chercher beaucoup plus de users. Mais vraiment avant, ayez un produit très stable et vous êtes opérationnel sur tous les domaines, modération, support, etc. Voilà. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Et merci au village, à Thierry, Thomas, Damien et à toute l'équipe du village. Merci à toi aussi, Noémie. Super. Oui, c'est ça. Non, restez un peu parmi nous, parce que je pense que voilà, merci pour votre intervention vraiment de grande qualité. Et donc on va partir maintenant sur une petite session de questions avec le public. Donc n'hésitez pas. La première question c'est toujours la plus compliquée. Philippe, voilà. Oui, bonjour. On entend des fois une chose et l'inverse. Alors j'ai bien retenu ce que vous avez dit à la fin. Soyez prêts. Il y a quelque chose d'abouti, et on entend des fois l'inverse. N'attendez pas, testez votre marché, regardez ce que ça donne. C'est par boucle itérative aussi que vous allez faire progresser. Alors, si vous pouviez repréciser un petit peu tout ça, parce que il y a vraiment, on entend tout sur ce sujet-là. Donc vous avez l'air de dire faites attention, soyez prêts en tout cas quand vous êtes viral, si j'ai bien compris. Oui. Et des fois on dit avant de tester vos marchés, alors c'est peut-être pas contradictoire. Lancez-vous assez tôt pour savoir si ça correspond aux besoins et aux attentes. Je vais vous faire une réponse de Normand, c'est oui et non. Du coup, en fait, ce que vous dites, c'est vrai. Il faut tester justement la phase de test, d'itération sur votre produit, elle est essentielle et il faut qu'elle aille vite. Celle-ci, en fait, elle est importante. Et l'idée, c'est de faire du test sur des petites populations d'utilisateurs, des petits, limite votre famille, votre grand-mère, j'en sais rien, peu importe votre produit, mais d'essayer de comprendre auprès d'un volume faible, de faire des erreurs auprès de ce volume faible, mais de leur faire comprendre que vous grandissez et que vous construisez votre produit avec eux pour en tirer le plus de valeur possible. Une fois que vous êtes vraiment cadré et que vous êtes allé vite sur ces itérations, là, c'est le moment de faire de la viralité, du passage à l'échelle, et là, vous n'avez pas le droit à l'erreur, en fait. Enfin, si vous pouvez, mais oula. On danse. Ok. Tu voulais dire un truc ? Du coup, oui, l'idée, c'est vraiment aller vite, se planter, limite pivoter 3, 4, 5 fois, peu importe, avec un petit panel d'utilisateurs pour ensuite passer à l'échelle sur des process bien plus cadrés avec une proposition de valeur qui ne va pas changer. Ou si elle change, c'est cool, ce sera un peu plus chiant parce que du coup, vous aurez beaucoup plus de visibilité et d'efforts à faire pour le faire. Okay. Et moi, je rebondis juste parce que nous, c'est ce qu'on disait, on a un peu échangé hier soir pour préparer la session. Et un des sujets, c'est de dire quand tu vas justement do things that don't scale, c'est que tu as vite tendance à te mettre dans une posture, ok, je gère une boîte, j'ai des choses à faire, et tu te mets dans une posture managériale de t'as plein de boutons et tu dois être présent partout et tu dois tout faire et tu surjoues, tu mens et tu te projettes. Et finalement, après, une fois qu'on se prend un certain nombre de murs, ce qu'on applique, ce que dit Noémie, et que maintenant c'est la règle d'or dans la boîte, c'est de dire
tout va passer sur la notion de valeur, y compris le marketing, tout doit apporter la valeur. Et finalement, plutôt que de rentrer tout de suite dans un délire, parce que c'est presque un délire de dire tu veux tout de suite devenir très gros, faire des choses donner beaucoup d'amplitude à tout ce que tu fais, c'est de prendre des zones qui sont isolées, super bien travailler chaque zone en silo, et une fois que tu as bien compris un marché, un canal d'acquisition, tu l'as validé, tu passes au suivant. Par exemple, nous maintenant on a fait machine arrière, on avait 6 canaux d'acquisition, et maintenant on en a plus qu'un. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en en ayant plus qu'un, on est devenu hyper bon dedans. Alors qu'avant, on était, ça nous faisait plaisir à nous de dire qu'on avait 6 canaux, que c'était important, que c'était compliqué, etc., etc. Alors que finalement, on était moyen, voire pas bon sur 6, alors que maintenant, on devient très bon sur 1. Et c'est là où faut avoir aussi le courage de revenir en arrière, de se dire en fait il vaut mieux en maîtriser un hyper bien et être engagé dedans que de tout de suite rentrer dans le très gros. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, et tu as dit un mot-clé tout à l'heure dans ta réponse qu'on n'a pas cité une fois, c'est le mot pivot. Et c'est vraiment tu viens de dire il faut avoir le courage de se dire on revient un peu en arrière. N'hésitez pas à pivoter, quoi. Il faut pas se dire non, ça fait un mois qu'on bosse là-dessus, on va pas supprimer cette fonctionnalité, c'est une perte de temps et tout. Si, faites-le. Si vous pensez que c'est la meilleure décision, faites-le. Vous imaginez même pas le nombre de produits ou d'applis qui ont pivoté, qui n'étaient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui par le passé. Donc soyez prêts donc foncez, mais soyez prêts à pivoter en cas de problème. Même s'il faut complètement changer votre cible, votre stratégie marketing ou peu importe. J'ai une bonne anecdote là-dessus sur les pivots. J'adore les pivots. Et du coup, je sais pas si vous connaissez Slack, l'outil de messagerie digitale. Bon, je pense que vous connaissez un peu tous. C'est un outil assez connu qui a connu une croissance assez phénoménale. Slack, à la base, c'était un jeu vidéo. C'était des mecs qui développaient un jeu vidéo. Et ils avaient à San Francisco, et ils avaient du mal à communiquer entre eux. Du coup, ils ont codé un outil de messagerie pour communiquer entre eux. Puis ils l'ont partagé avec 2-3 copains. Ça a eu du succès, les copains ont partagé. Ils ont eu une croissance organique virale assez forte. Et en fait, au vu du succès de leur outil de messagerie qu'ils avaient juste créé pour communiquer entre eux sur leur jeu vidéo, ils se sont dit, ok, on va se lancer. Slack, ça va devenir un outil de messagerie instantané. Incroyable. Un autre pivot qui est assez marrant, c'est celui de Play-Doh. T'es plus malin avec tes mains, la pâte à modeler. Avant d'être de la pâte à modeler pour les enfants, c'était un produit chimique qui permettait de nettoyer le charbon sur les murs. Donc ils ont changé de cible. Alors ils ont dû garder un peu les mêmes, peut-être pas les mêmes produits chimiques, mais j'espère qu'ils ont aussi changé la recette de leur pâte à modeler. Donc voilà, il y a plein de sociétés qui, en observant leur marché, se sont rendus compte que c'était le moment de pivoter, de changer de cible. C'est ce qu'on a fait nous avec Hoop. On a pivoté, on a gardé la même cible, mais on répond à un autre besoin de façon beaucoup plus directe avec notre nouvelle application. D'autres questions ? Bonjour, je voulais revenir sur les influenceurs. Quels conseils donneriez-vous pour choisir le bon influenceur ? On voit beaucoup de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des déferlantes sur certains comptes et des erreurs commises par les influenceurs qui ont des répercussions assez importantes sur les marques. Alors, c'est pas mon domaine d'expertise, mais ce que j'ai vu en bossant avec des startups et avec des grands groupes, c'est que la tendance globale va quand même vers la micro-influence. Donc en fait, ça sert plus à grand chose d'aller sur des influenceurs qui sont sur des millions de followers et tout, parce que le taux de conversion est pas si fou que ça. Alors que si vous parlez à des gens qui ont une plus petite communauté, mais qui ont une identité plus forte et une communauté plus engagée, plus similaire, les taux de conversion seront meilleurs. Ensuite, il faut toujours dire que c'est un partenariat sponsorisé, parce qu'il y a un truc que les gens détestent, c'est de passer un peu en sous-marin et de faire des partenariats dont l'influenceur ne parle pas. Il y a une petite fonctionnalité, par exemple, sur Instagram qui dit partenariat sponsorisé avec telle entreprise. C'est mieux, c'est honnête, c'est direct, les gens savent à quoi s'attendre et ça ne les empêche pas d'acheter. Et au contraire, il y a des influenceurs qui se sont fait complètement allumer
pour avoir menti sur des sponsorings, en avoir caché. Un gros exemple, c'est pas vraiment de l'influence, mais vous avez tous vu la coupe Starbucks dans le dernier épisode de Game of Thrones. Ça fait quand même pas mal de... Je sais pas si vous avez vu ou pas. Je suis désolée, je vous ai peut-être spoilé un truc. Non, c'est bon. Ok. Bah ça, typiquement, les gens détestent, quoi. Genre, tout le monde s'est dit, c'est du sponsoring masqué et tout, et ça fait du bad buzz pour Starbucks directement. Et le dernier truc avec les influenceurs, c'est d'essayer de prendre des gens authentiques. Parce qu'il y a rien de pire que les bimbos retouchés ou les mecs trop musclés qui vont vendre des trucs qui n'inspirent personne. Essayez d'aller vers des gens qui sont pas des monsieur madame tout le monde, mais presque en fait, et qui touchent vraiment votre cible. Je sais pas si toi t'as... Juste dans la méthodologie, passer par des agences en fait pour sélectionner vos influenceurs. Nous par exemple, on a été contactés par l'agence Beyond à Paris, qui se charge en fait d'aller chercher des influenceurs, les intégrer à leur réseau, et donc ils prennent une commission sur la campagne que vous faites avec l'influenceur. Mais c'est eux qui vont briefer l'influenceur sur votre produit, c'est eux qui chargent d'une grosse partie du travail. Je pense aussi à Influence for You, qui est aussi une grosse plateforme qui génère beaucoup de vues à travers tous ces influenceurs. Mais comme tu le disais, c'est mieux de cibler un influenceur qu'à une plus petite communauté, parce que ce sera une communauté qui sera plus engagée. Si on prend le top influenceur sur YouTube avec 13 millions d'abonnés, vous n'aurez pas 13 millions de téléchargements. C'est une communauté qui est beaucoup moins engagée qu'un influenceur qui va avoir 20 000 followers sur Instagram, par exemple. Moi, j'ai 400 followers et j'accepte les produits à tester. Si vous souhaitez tester la microscopique influence, n'hésitez pas. Quelqu'un a une autre question ? Non. Soyez pas timide, hein. C'est bon, il n'y a plus d'autres questions. Donc, Damien. Ouais. Voilà. Donc, avant d'appeler Éric Martin, le DGA du Crédit Agricole, voilà, qui va nous rejoindre. Déjà, vous pouvez les applaudir, hein, parce que c'était quand même super. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Ouais, on voulait dire un petit mot pour justement conclure, finir cette session 2010. Cette saison, voilà, c'est comme Game of Thrones, la saison se termine. Voilà. On n'a pas de Starbucks. On n'est pas sponsorisé encore par Starbucks, mais ça peut donner en fait des bonnes idées. On garde le truc. Non, vous savez, nous, on a 2 ans d'existence au Village by CA ici à Besançon. Il y avait tout l'enjeu de dire comment on allait accompagner l'écosystème pour justement lui donner des outils, donner aux startups et puis aux acteurs de l'économie locale les outils pour justement grandir ici en Franche-Comté. Voilà, et donc on a créé cette session Start Meetup. C'est la 2e saison et donc la première saison était plutôt orientée time to market. Il y avait tous les mois des sujets et puis là vraiment on a vraiment voulu l'orienter time to business, vous donner vraiment les clés pour développer votre chiffre d'affaires, parce que nous ce qu'on pense c'est que c'est quand même le nerf de la guerre. C'est vrai qu'il y a des subventions pour démarrer, il y a des aides, il y a beaucoup d'encadrement, mais à un moment donné quand même la vérité des chiffres, c'est le chiffre d'affaires et c'est ça qui doit entre guillemets être le fil directeur. Donc voilà, on a gardé vraiment ce format d'avoir un intervenant expert, une start-up qui a traversé toujours la problématique, parce qu'on pense que le vécu, et puis on l'a vu aujourd'hui, tous les outils que tu as apportés, ce qu'il fallait faire, pas faire, je pense que ça a été extrêmement riche pour vous tous et en tout cas voilà, on vous remercie encore une fois d'avoir joué le jeu. Alors je vais laisser la parole à Damien. Maintenant, Damien, alors c'est quoi ton ressenti sur cette saison? Non, juste un mot pour pas faire long, mais quand on a vraiment pensé ce format de Start Meetup et cette saison sur tout le framework ARRR, on se doutait bien que ça allait être technique, que ça allait être parfois un petit peu loin de vos réalités quotidiennes, que ça allait être inégalement apprécié selon que vous soyez une start-up, une PME, un accompagnant ou accompagnateur, je sais pas comment on dit, de l'économie, etc. Mais ça montre plusieurs choses. La première, c'est que quand vous êtes une start-up, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas à l'abri qu'un start-upper ou un concurrent qui n'existe encore pas se lance dans 6 mois, utilise ces outils-là et rafle la mise à votre place. Et donc, en fait, vous êtes dans un raisonnement où vous ne pouvez pas ne pas vous poser ces questions-là, avoir la curiosité de creuser et d'essayer de vous renseigner. Évidemment, vous savez pas tout faire au départ, mais il y a plein de façons de se former, de découvrir effectivement des acteurs, des freelances, des gens pour vous aider à faire ça. Et le raisonnement se projette également sur
sur des business plus traditionnels, sur des PME, des ETI qui du coup ont des années et des années d'expérience, sont experts de leur métier, etc. D'autres acteurs vont attaquer vos marchés, et vont se poser ces questions-là, vont utiliser certains de ces outils. Alors, ils vont paraître insignifiants au départ, ils auront pas l'air d'être de grosses menaces tout de suite, mais petit pourcentage par petit pourcentage de parts de marché, ça devient des menaces et ça devient des sujets que de toute façon il va falloir traiter. Un certain nombre de nos partenaires l'ont compris, d'autres se posent ces questions-là, on les rencontre, on ira en rencontrer un certain nombre encore à l'occasion de la saison 3 de Start Meetup et d'autres enjeux du village. Mais voilà, ça devient effectivement fondamental. Et je vois qu'il y a nos collègues de chargés du Crédit Agricole qui sont là pour, eh bien voilà, ça fait partie des questions effectivement qu'il va falloir apprendre à poser aux entrepreneurs qu'on rencontre, parce que dans la manière d'appréhender le risque des clients, le risque des entrepreneurs et le risque globalement, eh bien c'est pas un petit sujet. Voilà. Donc c'est un peu technique, on sait, certains nous le reprochent parfois, mais c'est fait exprès parce que le monde est désormais ainsi fait. Donc on vous livre de manière un peu brute. Voilà, c'était mon mot de conclusion de la saison. C'est bien, t'as pas spoilé la saison 3. Voilà. Très bien. Eh bien, Éric Martin, donc directeur général adjoint du Crédit Agricole, donc le Crédit Agricole, mais qui a lancé cette initiative avec le pôle des microtechniques, comme vous l'avez vu ce matin. Moi, eh bien, je voudrais remercier nos intervenants, Noémie et Lucas, qui nous ont donné des illustrations concrètes. Ce qu'on peut dire, c'est que la recommandation, c'est important pour les startups, mais c'est important pour toutes les sociétés. Et je peux vous dire qu'on peut être une grosse société, une grosse banque, et être très très sensible sur cette dimension-là. Et évidemment, c'est clé pour acquérir les premiers clients, mais aussi pour développer et enrichir sa base client, même qu'on en a déjà beaucoup. Et c'est vraiment essentiel. Je voudrais remercier toute l'équipe, bien évidemment Damien, Thomas, Thierry, Philippe, voilà, qui élabore ce programme. Et alors ils ont parlé tout à l'heure c'était la dernière session de l'année. C'est la dernière session de l'année scolaire, mais on va pas attendre le mois de janvier pour avoir d'autres sessions, et on compte sur l'imagination qui va travailler pendant l'été pour nous concocter une très belle rentrée. Donc merci à tous, je crois qu'on peut les applaudir. Je voudrais également remercier nos sponsors que vous voyez apparaître, et qui sont plus que des sponsors, qui sont des partenaires du village, et avec lesquels on va de plus en plus travailler justement pour amplifier les liens et les synergies entre les startups et ces entreprises. Et donc c'est un des thèmes de travail importants sur lesquels toute l'équipe planche là aussi pour la rentrée. Et puis vous remerciez tous, vous qui êtes fidèles ou qui venez pour la première fois. Je crois qu'on a de plus en plus un public divers qui associe à la fois des startups, des entreprises plus matures, des étudiants. On a une caisse locale du Crédit Agricole qu'on est heureux d'accueillir aujourd'hui. Et donc vous concourez à la fois au succès de ces événements, et surtout à la diffusion d'une culture, à la diffusion d'une prise de conscience de l'importance de tout ce développement d'innovation et de jeunes entreprises sur le territoire de Franche-Comté. Donc merci à vous d'être présents, et puis rendez-vous bientôt pour la nouvelle saison.